Chapitre 9. Devant, avancent des hommes à la peau noire, une multitude d'Africains marche, enchaînés par le cou. Saad comprend qu'il est en train de rêver. Sans aucun doute, ce sont des esclaves. Salem lui a déjà raconté cette partie-là de son passé, mais ce qui vient maintenant, il en a été l'unique témoin. Dans mon champ de vision, je vois deux mains qui me tiennent. Ce sont celles de ma mère, fines, blanches, sales, attachées par une corde de crin. Je suis coincée contre son ventre. J'aimerais tellement apercevoir son visage. Sa mère était donc prisonnière avec les esclaves? Des ombres fantasmagoriques se dessinent au sol. Elles dansent furieusement. Des nuages s'amoncellent. Le ciel se fait noir. La bourrasque agite des arbustes rachitiques. Un éclair, le tonnerre. À l'intérieur de son rêve, Saad comprend qu'il n'a pas besoin de s'éblouir dans le soleil pour retrouver la mémoire de son passé. Cette vision-là précède celle où galopait le cheval. Tout à coup, le sol se rapproche de mon visage. Je tombe. Saad réalise que sa mère vient de chuter en veillant à le protéger de ses mains. Un négrier la relève. Elle monte à cheval derrière lui. Au moment où il me remet entre ses mains, moi son bébé, j'aperçois les traits de ma mère. Sa peau blanche, son visage tuméfié, les cheveux collés par la sueur, à bout de force. L'instant a été fugitif. Saad a juste eu le temps de voir que sa mère est une arabe. Comment une femme arabe a-t-elle pu enfanter un enfant blond? La main de ma mère colle mon visage contre son sein. Je résiste parce que je m'intéresse fortement à ce qui m'entoure. Dans les rafales de vent, la monture sur laquelle nous avançons remonte la file des esclaves. Le cavalier atteint la chamelle de tête, caparaçonné comme un animal de parade. Dessus est juché un homme épais de haute taille. « Maître, elle ne peut plus marcher » crie le négrier. Deux singulières lunettes noires se tournent vers moi, vers ma mère. L'homme brandit le poing pour signifier qu'il n'en a que faire. Sa caravane est en train de se disloquer sous les rafales. Il jette des ordres qui se perdent dans les mugissements de la tempête. Était-ce le gros marchand? Ou bien la réalité du présent vient-elle donner un visage à un personnage de son passé? Le sable mord les hommes aveuglés, fouette les flancs des chamelles. Des cavaliers désarçonnés s'entrechoquent sans se voir. Les esclaves paniqués tournent sur eux-mêmes, empêtrés dans leurs liens. Collé à la poitrine de ma mère, je ressens l'énergie qui emplit son cœur. Je partage avec elle ses émotions. Mon corps fusionne avec les éléments déchaînés. L'air électrique décuple ses forces. C'est le moment. Elle va faire quelque chose de définitif. Elle descend de cheval, déchiquette sauvagement ses liens entre ses dents. Ça y est, elle est libre. Le cheval hennit. Elle vide l'une des sacoches de cuir qui le sanglent et elle m'enfouit, moi, à l'intérieur. Je suis en train de connaître la terreur. Un cri de bébé se rappelle au souvenir de Saad, parfaitement audible dans sa tête. Un coup de tonnerre fait cabrer le cheval. La bride lui échappe des mains. Ma mère s'effondre sur la caillasse. C'est la dernière image que j'ai d'elle. Elle s'éloigne de moi à toute allure, car le cheval galope, les éclairs rythment sa course.
2 cavaliers se détachent de la caravane pour nous poursuivre, mais s'arrêtent rapidement, incapables d'y voir clair. Son sommeil était profond. Le réveil, brutal. Saad se sent soudain tiré par un pied. Impossible de se relever. Il fait ainsi le tour du campement sur les fesses, derrière la guirlande de gamelles qu'il a confectionnée la veille en guise de système d'alarme. La corde a été attachée à une chamelle qui caracole sous les coups de fouet d'Adamar. L'Africain hurle tel un possédé. « Tu es un âne. Quand on monte la garde, on monte la garde. » Les hommes sont furieux. Ils ont découvert à leur réveil des loups en train de dévaster les provisions. À ces cris, le grand Phénicien sort de sa tente palanquin. « Que de bruit! C'est le camp des clochettes ici !» Saad le voit debout pour la première fois. Il est grand, plus qu'il ne l'avait imaginé, exactement comme dans le rêve qu'il vient d'avoir. Le maître, estimant son Rabia suffisamment puni, le fait détacher. Il est dans l'ordre des choses que les sujets faillissent et que le prince soit clément. Nourrissez-le bien, vous autres. La maxime correspond assez à son état d'esprit de ce matin. La veille au soir, il a compris qu'il avait tout à gagner à se faire aimer du gamin. Une sévérité excessive n'est pas de mise. Saad s'emploie à masser ses multiples douleurs en regardant le maître s'agenouiller pour prononcer avec ferveur. « Au nom de Dieu clément et très miséricordieux, je mets ma confiance dans le Dieu du matin, afin qu'il me délivre des maux qui assiègent l'humanité, des influences de la lune couverte de ténèbres, des maléfices de celle qui souffle sur les nœuds et des noirs projets que médite l'envieux. » Sourate 113, Al-Falaq, l'aube naissante. Rien d'anormal, un pèlerin qui prononce la prière du matin. Saad trouve pourtant ce musulman incongru. Pourquoi joue-t-il la comédie? Et les autres, Adamar l'Africain et Pharaon le secrétaire, ce serait bien étonnant qu'ils aient déjà fait leur prière. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de réinstaller le palanquin sur le chameau. Tout le monde est déjà en train de reformer la caravane. Lorsque le maître a terminé ses dévotions, Saad l'apostrophe. « Qui est venu cette nuit ?»« Oh, le cheffaillant d'une tribu minable. Il cherchait à te capturer pour s'attirer les grâces du shérif. Tu as entendu comment je lui ai parlé ?» Saad n'est pas dupe, pas plus de la duplicité du marchand que de son action de grâce. Lorsque le grand Phénicien remet ses lunettes d'aviateur au verre noir, c'est l'évidence. Cet homme et celui de sa vision de cette nuit ne font qu'un. C'était le chef des esclavagistes. C'est un faux dévot, et il ment. La déontologie des rabbiyas interdit de rasiller un pèlerin durant le voyage. Mais celui-là n'est pas pèlerin, il en est certain. Il n'aura aucun scrupule à lui voler son or. De toute façon, lui-même n'est pas rabbiya. Et Yallah! Son cri comporte assez d'autorité pour mettre en branle la caravane. En attendant de trouver l'or, autant jouer son rôle avec sérieux. Des nuages de poussière retiennent en suspens la lumière et la rendent opaque. Sur les dromadaires, les voyageurs avancent à une cadence de balançoire qui engourdit et fait oublier le soleil et le vent. Les pieds des montures font d'interminables switch sur le sable. Le burnous serré sur la tête, Saad marche en se jouant des difficultés. Il n'entend pas le grommellement des chameaux et les cris des hommes. Il fracasse le vide car il n'a qu'une idée en tête. L'or. Son cerveau élabore tous les scénarios possibles pour voler l'or de ce marchand. Il doit en transporter une quantité inimaginable. Reste à savoir où. Au final, Saad retient deux possibilités. L'or se situe peut-être à l'intérieur du palanquin entre les mains du marchand. Jusqu'à maintenant,
Il a toujours constaté que les finances d'une tribu étaient aux mains de leur chef. Il est aussi possible que l'or soit contenu dans un coffre qu'il a entreaperçu dans les mains de cet homme appelé Shlomo. Un coffre incrusté de pierres précieuses, pas trop petit, pas trop gros, certainement assez lourd. Saad a repéré que l'homme le porte constamment sur sa chamelle. Dès qu'il en descend, des hommes l'entourent immédiatement. Quand il s'arrête quelque part, il s'assied dessus. C'est même la raison pour laquelle les autres l'appellent cul carré. Son fessier possède la dimension du coffre. Dans les deux cas, si je parviens à mettre la main sur l'or, je serai vite rattrapé, à moins de faire ma razzia la nuit. La caravane traverse une steppe visqueuse, croise des broussailles, de nouveau du sable. La journée passe, la nuit aussi, sans que Saad trouve la bonne idée. Ce matin ne ressemble pas aux autres. Le campement a été installé dans une dépression caillouteuse. Avant l'aube, les hommes ont allumé un immense brasier et s'apprêtent à une mystérieuse opération. « Aujourd'hui, tu ne travailles pas, salopio. Viens nous aider !» Pharaon demande à tous de ramasser du bois supplémentaire, comme si ce feu n'était pas assez grand. Pourquoi faire du feu alors qu'il fait déjà jour? Le petit Rabia ne cherche pas à comprendre. Il leur montre comment exhumer les racines rampantes des arbrisseaux morts. À cet endroit où coulait autrefois un ruisseau, on en trouve facilement. Son expérience est appréciée de tous. Il en est fier. Durant ce temps, Adamar et des hommes remplissent des sacs de sable. Puis un voile blanc, entourant le palanquin, est relevé pour laisser apparaître des arceaux semi-circulaires sur lesquels a été enfilé un manchon de toile souple. Saad entend des mots incompréhensibles. Gaz, pression, membrane, manette, manomètre. Des formules rituelles pour initier, incompréhensibles aux profanes. Une magie est à l'œuvre. Soudain, un bruit terrible. Une flamme bleue jaillit, et Saad voit Iblis, le démon étreignant le feu de tous les châtiments. « Ne t'inquiète pas, je suis fatigué par ce voyage interminable. Je vais aller plus vite, et tu vas m'accompagner, » le rassure le maître. Mais Saad est livide. La flamme brûle, plus forte que le soleil de midi. Petit à petit, la toile s'enfle jusqu'à devenir une grosse boule allongée qui reste reliée au palanquin par un filet au maillage serré. Un tuyau relié à une bonbonne crache des flammes comme la gueule d'un dragon. La bulle d'enfer devient énorme. Dans sa plus grande longueur, elle mesure une dizaine de chameaux à la queue leu-leu. « Tu as de la chance », fait le maître. Il tend la main à l'enfant pour l'inviter à le rejoindre dans le palanquin transformé en nacelle. À bord ont déjà pris place Adamar qui va piloter l'aérostat et Shlomo. « N'aie crainte », dit calmement le grand Phénicien. « Tu vois, de tous, c'est toi seul que j'emmène. » Saad est terrorisé. Mais il voit Shlomo prendre place à bord de l'aérostat. Il a emporté le coffre avec lui, signe alors qu'il doit être bourré d'or. Voyant cela, Saad n'hésite plus. Il grimpe. Des exclamations de joie retentissent. Les hommes manœuvrent des filins dans la bonne humeur comme si tout cela était une blague. Un gros cordage se tend. Adamar le lâche. Il jette aussi des sacs de sable. Saad, toujours terrorisé, constate qu'ils ne touchent plus le sol. Ils prennent de l'altitude, laissant là les visages médusés qui les regardent s'envoler. Qui a le sort le plus enviable? Lui ou Hathor, qu'il voit tranquillement assis ou assise sur une pierre en train de s'éventer d'une main? De plus haut encore, Saad découvre, les yeux à peine ouverts, que la grande caravane ne représente plus grand-chose. Là, tu fais moins le fier, n'est-ce pas? Tout va bien, Adamar? Parfait, monsieur. Pression, un minibar pour 8,53 mètres. 1 heure après le décollage, Saad, tassé au fond de la nacelle,
tremble encore. Il a compris cependant de quelle façon il a été transporté jusqu'à la caravane lorsqu'il était inanimé, avec cet appareil. Contre lui, la masse du grand Phénicien boulonné sur sa planche tient en main les jumelles militaires. À travers elles, il surveille le monde et il est satisfait. Un peu de nouveauté dans ce fastidieux voyage lui fait du bien. Il s'ennuyait. Cet aérostat Shoot Lance, conçu pour effectuer des missions de reconnaissance et régler les tirs d'artillerie, avance à la vitesse moyenne de 65 km à l'heure. Il arrivera à Dalm 3 jours avant la caravane. À une cinquantaine de mètres sous eux défilent les dunes. Des lièvres du désert détalent au passage de l'appareil. Le grand Phénicien scrute dans le lointain sa caravane qui s'est mise en marche. L'aérostat a pris une telle avance qu'ils la sèmeront bientôt. La situation avec l'enfant lui paraît claire désormais. Du moins autant qu'elle peut l'être avec un énergumène moitié arabe par la génétique et totalement bédouin par l'éducation.